Mes parents ont donné leur domaine en cadeau de mariage à ma sœur, même si je remboursais leurs dettes depuis 5 ans. 2 mois plus tard, ils ont exigé les clés de mon chalet de montagne, alors j'ai refusé. Mais ensuite, la police m'a appelé. Mon mari de clan et moi sommes arrivés au luxueux domaine viticole où le mariage de ma jeune sœur Sloan était sur le point d'avoir lieu. Le soleil de l'après-midi frappait parfaitement l'architecture en pierre, donnant à l'endroit des allures de terrain de jeu pour millionnaires. Dans la poche de la veste de clan, une lourde enveloppe en papier contenait $10 000 en billets neufs. C'était notre cadeau de mariage pour Sloan. En plus de cela, nous avions déjà discrètement couvert environ un tiers des frais de traiteur parce que ma mère avait pleuré au téléphone à propos de leur budget serré. C'était une somme d'argent stupéfiante pour nous. Mais la carrière de clan en tant qu'analyste de risque et mon poste de directrice senior de la stratégie marketing signifiaient que nous pouvions supporter le coup. De plus, Sloan était ma seule sœur. Je voulais que sa journée soit parfaite. En franchissant la grande entrée voûtée, j'ai immédiatement repéré mes parents. Ma mère, Rosalind, s'occupait de la cravate en soie de mon père, Alistair, riant d'une blague privée. Ils étaient radieux. C'était le seul mot pour le décrire. Le visage de ma mère brillait pratiquement sous son chapeau à large bord coûteux. Et mon père avait l'air d'avoir 10 ans de moins, se tenant droit dans un smoking sur mesure. À ce moment-là, quelque chose de vif s'est tordu au plus profond de mon ventre. Une vague de souvenirs froids et lourds m'a frappé. Je ne me souvenais pas de les avoir vus ne serait-ce qu'une fraction aussi heureux à mon propre mariage il y a 5 ans. À l'époque, ils avaient été assez agréables, bien sûr, mais leur sourire était raide, presque forcé. Ils ont passé la majeure partie de ma réception à se plaindre du parking et à vérifier leur montre. Il n'y avait pas de fierté éclatante, pas de joie pure comme celle-ci. J'ai rapidement chassé cette pensée amère. Je me suis dit d'arrêter d'être pathétique. C'était le grand jour de Sloan, pas le moment de déterrer de vieilles insécurités d'enfance. La cérémonie elle-même s'est déroulée sans accroc. Sloan était magnifique dans sa robe de créateur, et son fiancé, maintenant mari, Harrison, ne pouvait pas la quitter des yeux. J'étais assise au premier rang entre mes parents et clan, me concentrant consciemment sur la belle musique et les fleurs plutôt que sur le sentiment lancinant et toxique que ma présence ici n'était que transactionnelle. Chaque fois que je regardais ma mère, ses yeux étaient entièrement fixés sur Sloan, pleurant des larmes de pure adoration. Après les vœux finaux, la foule s'est déplacée vers la grande salle de bal pour la réception. Nous avons mangé de la côte de bœuf, bu du champagne cher et dansé. Tout semblait normal, voire joyeux. Mais l'atmosphère a complètement changé au moment des discours officiels. Le témoin a parlé, suivi de la demoiselle d'honneur. Finalement, mes parents se sont levés ensemble, marchant vers le centre de la piste de danse brillante. Ma mère a doucement tapé sur son verre en cristal avec une cuillère en argent, captant l'attention de tous. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Nous voulons remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui pour célébrer le mariage de notre fille véritablement chérie, a dit ma mère dans le microphone. Il y avait une emphase nette et lourde sur le mot « chérie » qui m'a figé sur ma chaise. Clan l'a remarqué instantanément. Il a doucement tendu la main et a placé sa main chaude et solide sur la mienne, la serrant doucement. Mon père, Alistair, a pris le micro ensuite, regardant vers la table d'honneur. Voir Sloan devenir la femme incroyable qu'elle est aujourd'hui a été la plus grande joie de nos vies, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Elle a toujours été notre fille spéciale, celle qui a apporté la lumière et un vrai sens à notre foyer. J'ai dégluti difficilement, fixant mon assiette. J'ai essayé de me dire que j'étais juste trop sensible. Bien sûr, ils aimaient Sloan. Les parents ont le droit de s'extasier à un mariage, mais une douleur creuse et familière a commencé à s'ouvrir dans ma poitrine, me ramenant dans un musée mental d'agonie familiale. Je me suis souvenu d'avoir obtenu mon diplôme universitaire avec les plus hautes distinctions après avoir cumulé 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité. Mes parents m'avaient tendu une carte avec $50 et m'avaient dit de ne pas tout dépenser d'un coup. Mais quand Sloan a obtenu son diplôme d'un community college 2 ans plus tard après avoir échoué à la moitié de ses cours, ils lui ont organisé une immense fête dans le jardin et lui ont acheté une berline neuve. Je me suis souvenu du dîner de mes 21 ans, qu'ils ont complètement manqué parce que Sloan avait un match de volleyball de club local. Même pas un match de championnat, juste un match ordinaire un mardi soir. Ma vie avait toujours été une série de notes de bas de page dans leur grande histoire de l'éducation de Sloan. Le pire artefact de ce musée de la douleur, cependant,
était la réalité de leurs finances. Il y a 5 ans, à peu près au moment où je me suis marié, l'entreprise de conseil de mon père s'est effondrée et les factures médicales sévères de ma mère ont commencé à s'accumuler. Ils étaient sur le point de perdre le grand domaine de banlieue où j'avais grandi. Ils sont venus me voir à genoux, suppliant de l'aide. Ils ne pouvaient pas payer les $4000 par mois d'hypothèque et de taxes foncières. Sloan, bien sûr, n'avait pas d'argent à offrir, alors j'ai pris le relais. Pendant 5 années consécutives, je me suis sacrifié. Declan et moi avons reporté l'achat de la maison de nos rêves, choisissant de vivre dans un modeste appartement. Chaque mois, $4000 quittaient mon compte en banque pour garder un toit au-dessus de la tête de mes parents. Je l'ai fait parce qu'ils étaient ma famille. Je l'ai fait parce que je pensais à tort que cela les ferait enfin me voir. Je pensais que cela me vaudrait une place dans leur cœur. De retour à la réception, ma mère a sorti de sa pochette de créateur un petit dossier en cuir contenant plusieurs documents d'aspect officiel. Harrison, Sloan, votre père et moi voulions vous donner quelque chose d'extraordinaire pour commencer votre nouvelle vie ensemble, a annoncé ma mère, sa voix retentissant dans les haut-parleurs. Quelque chose de vraiment digne de l'amour que vous partagez. Elle a brandi les papiers pour que toute la salle les voie. Nous vous donnons officiellement notre domaine familial comme cadeau de mariage, entièrement libre d'hypothèque. L'acte de propriété est maintenant à vos noms. La salle de bal a éclaté en exclamations bruyantes suivies d'une vague d'applaudissements tonitruantes. À côté de moi, Declan s'est complètement raidi. J'ai fixé la scène, mon esprit devenant totalement vide. Je suis resté figé, attendant que quelqu'un rie. J'ai attendu que mon père prenne le micro et dise que c'était une blague folle, mais personne n'a ri. Mes parents rayonnaient de fierté absolue, des larmes coulant sur leurs joues. Et Sloan. Sloan n'avait pas l'air surprise du tout. Elle pleurait déjà des larmes de joie, serrant Harrison dans ses bras, qui avait l'air d'avoir gagné au Powerball. La maison, l'immense domaine de banlieue de mes parents, la même maison avec la dette écrasante que je remboursais de ma propre poche depuis 60 mois consécutifs. Il venait de la donner. Pas une seule fois il ne m'en avait parlé. Il n'avait pas demandé mon avis. Il ne m'avait pas envoyé un SMS d'avertissement. Et il n'avait certainement pas proposé de me rembourser un seul centime des dizaines de milliers de dollars que j'avais investis dans cette propriété pour la sauver de la saisie. Ça va, Geneviève, a chuchoté Declan, sa voix dangereusement basse, ses yeux scrutant mon visage pâle. Ça va, ai-je menti entre mes dents. J'ai forcé un sourire raide et robotique sur mon visage, le gardant plaqué là alors que Sloan et Harrison se dirigeaient vers mes parents pour les engloutir dans une énorme étreinte de groupe. La trahison était si forte dans ma tête que j'entendais à peine la musique. 1 heure plus tard, l'atmosphère suffocante de la pièce est devenue insupportable. Chaque discours, chaque commentaire de félicitations de parents ignorants ressemblait à une gifle. J'ai trouvé Declan près du bar ouvert et j'ai touché son bras. « Pouvons-nous partir, s'il te plaît ?» ai-je demandé, la voix légèrement cassée. Il a jeté un coup d'œil à mes yeux et a immédiatement hoché la tête. « Je vais chercher nos manteaux », a-t-il dit d'un air sombre. Nous avons fait nos excuses discrètes à quelques tantes à proximité, prétextant que Declan avait un appel professionnel international tôt le lendemain matin. Nous avons rapidement félicité les jeunes mariés et nous nous sommes éclipsés dans l'air frais de la nuit avant que mes parents ne puissent le remarquer et provoquer une scène. À la seconde exacte où les portières de la voiture se sont refermées et que Declan a démarré le moteur, le barrage a cédé. J'ai éclaté en larmes violentes et incontrôlables. Je sanglotais si fort que ma poitrine me faisait mal, le maquillage coûteux coulant sur mon visage. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, ai-je gémi, pressant mon front contre la vitre froide du passager. Je saigne de l'argent depuis 5 ans pour sauver ce domaine. 5 ans, Declan. Et ils n'ont même pas eu la décence humaine de base de me dire qu'ils le lui cédaient. Je sais, ma chérie, a dit Declan, les jointures blanches sur le volant alors qu'il sortait du vignoble. C'est complètement monstrueux. Et Sloan le savait. As-tu vu son visage? Elle n'a pas cligné des yeux. Tout ça a été planifié dans ton dos. Il ne s'agit même pas de l'argent, ai-je craché, essuyant mes yeux avec colère avec un mouchoir. Je me fiche de la maison elle-même, mais le manque de respect total, l'effacement complet de tout ce que j'ai fait pour eux. Comment se regardent-ils dans le miroir? Alors que l'autoroute sombre défilait, les souvenirs continuaient d'affluer avec une clarté terrifiante, chacun plus vif que le précédent.
Le contraste entre la façon dont il traitait Sloan et la façon dont il me traitait était un schéma d'abus indéniable. Tu te souviens de mes 30 ans, ai-je demandé à Declan, la voix tremblante d'un mélange d'épuisement et de rage. Ils l'ont complètement oublié jusqu'à 3 jours plus tard. Et puis ma mère m'a juste envoyé un emoji pouce levé générique. Mais pour les 30 ans de Sloan, il prévoit déjà un voyage à Cabo. Tout tourne toujours autour d'elle. Je ne suis que le fantôme qui signe les chèques. Declan a tendu la main, prenant ma main et la tenant fermement contre sa jambe. Tu as fini de signer les chèques, Geneviève. Tu m'entends? Tu as complètement fini de t'immoler par le feu pour garder ces gens au chaud. Au moment où nous sommes rentrés dans notre modeste appartement, je me sentais entièrement vidé. La tristesse initiale s'était transformée en quelque chose de froid, de lourd et de définitif. Alors que j'enfilais mon pyjama, Declan s'est assis au bord du lit, déboutonnant sa chemise. Où tes parents prévoient-ils de vivre maintenant, au juste, a-t-il demandé, me regardant avec un froncement de sourcils perplexe. S'ils cèdent l'acte de propriété du grand domaine à Sloan et Harrison, ils n'ont plus de maison. J'ai haussé les épaules, un rire amer m'échappant des lèvres. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, et franchement, ce n'est plus mon problème. Je débranche mon cerveau. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis entièrement consacré à mon travail à l'agence de marketing. J'ai fait des journées de 12 heures à diriger une immense campagne régionale, utilisant désespérément le stress de l'entreprise pour noyer le bruit de la trahison de ma famille. J'ai cessé de consulter notre discussion de groupe familial. J'ai ignoré les photos désinvoltes que Sloan publiait d'elle en train de redécorer le domaine. Puis, un mardi soir pluvieux, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Contre mon propre jugement, espérant contre toute attente une sorte d'explication ou d'excuse, j'ai répondu. Geneviève, chérie. La voix de Rosalind a gazouillé dans le haut-parleur, complètement légère et joyeuse, comme si la trahison du mariage n'avait jamais eu lieu. Nous organisons un dîner de famille obligatoire ce samedi. Sloan et Harrison sont enfin de retour de leur lune de miel à Maui, et nous avons absolument besoin que toi et Declan soyez là pour célébrer leur retour. Je voulais crier. Je voulais lui dire d'aller au diable. Mais une petite partie incroyablement stupide de moi se demandait si peut-être, juste peut-être, ce dîner était une mise en scène pour qu'il me prenne enfin à part et s'excuse en privé. Très bien, ai-je dit, gardant ma voix entièrement plate et sans émotion. Nous serons là à 18h. Le samedi est arrivé bien trop vite. Quand Declan et moi nous sommes garés dans la longue et familière allée du domaine, mon cœur battait à tout rompre. J'ai remarqué le SUV neuf de Sloan garé bien en vue devant, juste à côté de la vieille berline de mes parents. Nous avons monté les marches en briques et j'ai hésité pendant 10 secondes complètes avant de sonner. C'était profondément troublant de ne pas utiliser ma propre clé, mais ce n'était plus la maison de mes parents. Elle appartenait maintenant à l'enfant prodige. Ma mère a ouvert la porte. Un immense faux sourire plaqué sur son visage. Geneviève, Declan, entrez. Entrez. Elle m'a jeté les bras autour du cou, me serrant fort. Je suis resté là comme une statue de pierre, refusant de la serrer en retour. Mon père, Alistair, était dans le salon avec Harrison, buvant du scotch et regardant un match de football. Il s'est levé quand nous sommes entrés, donnant à Declan une poignée de main ferme et traditionnelle et me faisant une brève étreinte de côté. « Où est Sloan » ai-je demandé, remarquant sa veste sur la chaise, mais aucun signe d'elle. « Oh, elle est dans la salle à manger officielle en train de changer les rideaux » a dit ma mère nonchalamment en agitant la main. Elle a complètement redécoré tout le rez-de-chaussée toute la semaine. Mon sang s'est glacé. 3 semaines. Il s'était écoulé exactement 21 jours depuis le mariage, et Sloan était déjà en train d'arracher les rideaux de soie vintage bien-aimés de ma mère, les remplaçant comme si elle était propriétaire de la propriété depuis une décennie. Le manque absolu de respect pour l'histoire de quiconque était écœurant. Le dîner est servi, a annoncé ma mère bruyamment quelques minutes plus tard. Tout le monde à table. Nous avons pris nos places autour de l'immense table en acajou. J'ai été placé entre Declan et mon père, directement en face de ma mère et de Sloan, Harrison occupant le bout de la table. La nourriture avait l'air spectaculaire. Un énorme rôti de côte de bœuf avec des pommes de terre rôties. Mais mon appétit était complètement inexistant. Pendant les 15 premières minutes, toute la pièce a été prise en otage par Sloan et Harrison, décrivant leur lune de miel de luxe avec des détails angoissants.
Ils ont parlé des hôtels 5 étoiles, des tours en hélicoptère privé et des dîners gastronomiques coûteux. Je suis resté là à picorer ma nourriture, hochant la tête de temps en temps pendant que Declan posait des questions polies et superficielles pour maintenir la paix. Finalement, pendant une brève accalmie dans la conversation, lorsque Sloan s'est arrêté pour siroter son vin, ma mère s'est raclé la gorge bruyamment et a posé sa fourchette. Alors, nous voulions te parler de quelque chose d'important, Geneviève, a-t-elle dit, son ton changeant soudainement pour devenir profondément théâtral. Eh bien, comme tu le sais, nous avons officiellement donné ce domaine à Sloan et Harrison comme cadeau de mariage permanent. Oui, j'ai remarqué, ai-je dit, ma voix tranchant la pièce comme une lame de rasoir. Ma mère a continué immédiatement, ignorant complètement le ton dangereux de ma voix. Le fait est qu'ils sont un jeune couple dynamique qui commence tout juste sa belle vie ensemble. Ils ont vraiment besoin de leur propre espace pour grandir et fonder une famille. Ils ont besoin d'une intimité totale. Je suis restée complètement silencieuse, la regardant droit dans les yeux, attendant que le piège se referme. Mon père s'est agité inconfortablement sur sa chaise, soudainement très intéressé par son verre de vin. Ce que ta mère essaie de dire, Geneviève, a marmonné mon père en refusant de me regarder, c'est que nous ne pouvons pas raisonnablement continuer à vivre ici avec eux. Ce n'est tout simplement pas juste pour les jeunes mariés. Ils ont besoin de leur propre maison. Je vois, ai-je dit, gardant les mains soigneusement jointes sur mes genoux. Alors, où prévoyez-vous de vivre, au juste? Mes parents ont échangé un long regard calculé. J'ai remarqué que Sloan s'est soudainement concentré incroyablement sur l'écrasement de ses pommes de terre avec sa fourchette, un petit sourire suffisant jouant au coin de ses lèvres. Eh bien, a dit lentement ma mère en se penchant en avant, nous y avons beaucoup réfléchi, et nous avons décidé que nous allons emménager dans ton chalet de montagne. C'est la taille parfaite pour nous deux. L'air est pur, et c'est dans un quartier magnifique et calme. J'ai posé ma fourchette. Le cliquetis du métal contre l'assiette en porcelaine a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Le chalet de montagne auquel il faisait référence était une magnifique propriété isolée sur Pine Ridge Road que j'avais achetée entièrement avec mon propre argent durement gagné avant même de rencontrer Declan. J'avais économisé pendant 7 ans pour me le permettre, travaillant 60 heures par semaine et sacrifiant tout luxe. C'était mon sanctuaire sacré, le seul endroit où j'allais pour échapper à l'anxiété écrasante de ma vie. De temps en temps, par pure gentillesse, j'avais laissé mes parents l'utiliser pour une escapade le week-end. Maintenant, ils le revendiquaient nonchalamment. Vous avez donné la maison que j'ai payée et maintenant vous voulez mon chalet. Que feriez-vous si votre propre famille vous traitait comme un compte en banque invisible? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour aider à soutenir la chaîne. Laissez-moi bien comprendre. Ai-je dit, ma voix terrifiante de calme et de régularité. Vous avez donné tout ce domaine, la maison même dont je paie l'hypothèque de $4000 par mois depuis 5 ans, à Sloan. Et maintenant, sans même prendre le téléphone pour me demander, vous avez décidé que vous alliez simplement emménager dans ma propriété privée de manière permanente. Geneviève, s'il te plaît, sois raisonnable, a lancé mon père, son front se plissant en un froncement de sourcils paternel et sévère. Où d'autres sommes-nous censés aller? Nous vieillissons et nous n'avons pas les fonds liquides pour sortir et acheter une nouvelle maison en ce moment. Ce n'est absolument pas mon problème, ai-je dit en me levant de table. Ma chaise a raclé bruyamment contre le parquet. Vous aviez une maison immense et magnifique. Vous avez choisi de la donner à Sloan sans consulter la personne qui la finançait réellement. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je vous remette mes clés? Absolument pas. Ce n'est pas comme si tu utilisais ce chalet si souvent que ça, de toute façon, Geneviève, a ajouté Sloan, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle et d'une arrogance imméritée. Tu es toujours coincé en ville à travailler. Nous avons besoin d'un endroit pour vivre. Ne sois pas si incroyablement égoïste. Je me suis retourné, fixant mon regard directement sur ma sœur. Es-tu folle en ce moment, Sloan? Ce chalet est ma propriété légale. Je l'ai acheté. Je paie les impôts dessus. C'est moi qui décide exactement qui y vit, et tu n'as pas ton mot à dire. Le visage de ma mère est devenu complètement pâle, ses yeux s'écarquillant d'une fausse horreur. Tu ne peux pas le penser. Tu ne dis pas réellement non à tes propres parents, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je dis, ai-je répondu en ramassant mon sac à main par terre. Non, vous n'emménagerez pas dans mon chalet de montagne. Pas cette semaine, pas le mois prochain, pas jamais.
La salle à manger est tombée dans un silence de mort suffocant. Puis le visage de ma mère s'est décomposé en larmes théâtrales et dramatiques. « Comment peux-tu être si cruel avec nous après tout ce que nous avons fait pour toi ?» a-t-elle gémi en se cachant le visage dans les mains. « Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné la vie. Oui. Et en tant que mes parents, vous auriez pu penser à discuter de vos grands projets immobiliers avec moi avant de donner une maison que je payais activement, ai-je crié en retour, la colère brisant enfin mon mur de contrôle. Vous n'avez pas le droit d'exiger ma propriété. Tu as toujours été si amère et avide, Geneviève, a crié Sloan en claquant sa main à plat sur la table, faisant vibrer les verres à vin. Tu es jalouse de moi depuis que nous sommes enfants parce que tu sais au fond de toi que maman et papa m'aiment plus. Tu n'es qu'une personne envieuse et haineuse. Je l'ai regardée, sincèrement stupéfaite par la laideur brute et nue de ses mots. Puis une vague de calme étrange et puissante m'a envahi. J'ai regardé Sloan, puis ma mère en pleurs. Si maman et papa t'aiment tant, Sloan, et que tu les aimes tant, alors pourquoi ne les laisses-tu pas vivre ici avec toi, ai-je demandé, ma voix mortellement calme. C'est une immense maison de 4 chambres. Il y a plus qu'assez de place pour vous 4. La bouche de Sloan s'est refermée instantanément. Elle a détourné le regard, son visage rougissant d'un rouge profond et coléreux. Ce n'est absolument pas la question, a-t-elle marmonné en fixant son assiette. Harrison et moi avons besoin de notre intimité conjugale. Et j'ai besoin de mon chalet, ai-je répliqué. On dirait que nous avons toutes les deux des besoins. De Clan, nous partons. Toute la semaine suivante a été un véritable cauchemar de harcèlement psychologique. Mon téléphone explosait toutes les heures de SMS vicieux, de notifications de messageries vocales et d'appels manqués de mes parents, de Sloan et d'une petite armée de sbires qu'ils avaient déployés contre moi. Ma tante et ma cousine Kira ont commencé à inonder ma messagerie de réseaux sociaux, me traitant de monstre ingrat et sans cœur. Kira a même envoyé un SMS disant « Comment dors-tu la nuit en sachant que tes parents âgés sont essentiellement sans abri à cause de ta cupidité ?» Je me suis assise à l'îlot de notre cuisine, fixant l'écran, des larmes de pure frustration menaçant de déborder. De Clan s'est approché, m'a pris le téléphone des mains et l'a complètement éteint. Bloque-les, Geneviève. Bloque-les tous un par un. Tu as besoin d'espace pour respirer. Alors je l'ai fait. J'ai bloqué les numéros de mes parents, le numéro de Sloan et tous les parents éloignés qui avaient décidé de se joindre au cirque. 2 semaines de silence magnifique et bienheureux ont suivi. De Clan et moi avons repris notre routine paisible, et j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais De Clan, avec son esprit analytique, ne pouvait pas laisser les chiffres financiers de côté. Il a passé 3 nuits à fouiller dans les registres de propriété publique et nos anciens relevés financiers. Le jeudi soir, il m'a appelé dans le bureau, son expression incroyablement sombre. « Geneviève, tu dois voir ça », a-t-il dit en pointant un document sur ses 2 écrans. C'est l'historique de l'acte de propriété publique du domaine de tes parents. Je me suis penché par-dessus son épaule, plissant les yeux pour lire les petits caractères. Qu'est-ce que je regarde ? Il y a 5 ans, quand ils t'ont demandé de l'aide, ils t'ont dit qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre l'hypothèque initiale, n'est-ce pas, a expliqué De Clan, sa voix tendue de colère contenue. Regarde cette date de dépôt d'il y a 3 ans. Ton père a secrètement contracté une énorme 2e hypothèque sur la maison pour 240 000 $. Ma mâchoire est tombée. 240 000 $? Pourquoi faire ? Leur facture médicale n'était pas si élevée. De Clan a ouvert un autre registre public des entreprises. La boutique de mode de luxe de Sloan qu'elle a ouverte est fermée en 8 mois. Tes parents n'avaient pas besoin d'argent pour survivre, Geneviève. Ils ont utilisé tes 4 000 $ par mois pour rembourser leur dette immobilière principale pendant qu'ils se ruinaient secrètement pour financer le projet vaniteux raté de Sloan. Tu ne sauvais pas tes parents de la rue. Tu finançais sans le savoir le style de vie gâté de Sloan. Une rage froide et dure s'est installée au plus profond de mes os. La trahison était complète. Il m'avait traité comme une esclave pour financer les caprices de l'enfant prodige. J'ai immédiatement appelé Veta, une avocate en immobilier vive et pragmatique que je connaissais par le travail, et j'ai expliqué toute la situation. Nous avons commencé à rédiger des documents juridiques officiels pour protéger mes actifs. La nuit suivante, à 2 heures précises du matin, mon téléphone a vibré violemment avec une alerte d'urgence. Je me suis redressé d'un bond dans mon lit, le cœur battant à tout rompre.
C'était une notification de haute priorité du système de sécurité intelligent de mon chalet de montagne. Mouvement détecté. Porte d'entrée ouverte. Mon estomac est tombé dans un puissant fond de terreur. Quelqu'un était à l'intérieur de mon sanctuaire. Chaque commentaire aide vraiment cette vidéo à se propager à plus de spectateurs. Merci beaucoup pour votre soutien incroyable et restez à l'écoute pour la suite. J'ai fixé l'écran lumineux de mon téléphone dans la chambre sombre, mon sang se glaçant complètement. La notification de l'application de sécurité a de nouveau clignoté. Mouvement détecté. Porte d'entrée ouverte. Quelqu'un avait utilisé une clé de secours physique pour déverrouiller la lourde porte en bois de mon chalet de montagne, mais il ne connaissait pas le code numérique pour désarmer le système d'alarme. Je savais exactement qui c'était. Mes parents l'avaient vraiment fait. Ils avaient conduit jusqu'à la montagne au milieu de la nuit pour squatter agressivement mon sanctuaire. Deux clans étaient instantanément réveillés, jetant les couvertures et attrapant ses lunettes. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, sa voix rauque de sommeil. Ils sont entrés par effraction, ai-je soufflé, mes mains tremblant physiquement d'un mélange d'adrénaline et de rage pure et non dissimulée. Mes parents sont réellement entrés par effraction dans le chalet. Ils pensent que s'ils déplacent leurs cartons à l'intérieur, je n'aurai pas le courage de les mettre dehors dans le froid. Deux clans n'a pas hésité une seule seconde. Appelle le poste local tout de suite. Appelle le shérif Orson. J'ai rapidement composé la ligne directe du département de police locale de Pine Ridge. Deux clans avaient siégé à un comité de sécurité communautaire avec le shérif Orson quelques années auparavant et je priais pour que l'homme soit de service. Le répartiteur a répondu et en 1 minute, j'ai été mis en communication avec Orson. « Shérif, c'est Geneviève », ai-je dit en essayant d'empêcher ma voix de trembler. J'ai une entrée non autorisée à ma propriété sur Pine Ridge Road. L'alarme sonne activement. Deux individus ont utilisé une vieille clé de rechange pour entrer, mais ils n'ont aucune permission d'être sur les lieux. « Êtes-vous actuellement sur la propriété, Geneviève ?» a demandé Orson, son ton passant en mode policier professionnel. « Non, nous sommes en ville, mais nous partons tout de suite », ai-je répondu, enfilant déjà un jean. « S'il vous plaît, envoyez une unité immédiatement. Ils sont en train de violer une propriété privée. » Nous avons enfilé nos vêtements, pris nos clés et avons pratiquement sprinté jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à la montagne prenait habituellement plus d'1 heure, mais deux clans conduisaient comme un possédé. Les routes de montagne sinueuses et noires comme du jet étaient terrifiantes, mais ma colère brûlait plus fort que ma peur. Comment pouvait-il être si incroyablement arrogant? Après que je les ai explicitement regardés dans les yeux et leur ai dit non. Ils croyaient toujours que mes limites étaient complètement invisibles. Ils pensaient que ma propriété n'était qu'une extension de leur propre ego. Le chauffage de la voiture était à fond, mais j'avais froid. Mon esprit a parcouru 1000 scénarios horribles différents. Allait-il détruire mes meubles? Refuserait-il de partir et forcerait-il une confrontation physique? C'était le cauchemar familial toxique ultime qui prenait vie. Alors que nous passions enfin la dernière courbe serrée de Pine Ridge Road, les pins denses se sont écartés. Mon souffle s'est coupé. L'obscurité épaisse de la montagne était complètement brisée par le flash aveuglant et stroboscopique de lumière rouge et bleu vive. Deux voitures de police locale étaient garées en biais dans mon allée en gravier, empêchant quiconque de partir. Nous nous sommes garés derrière elles, le gravier crissant bruyamment sous nos pneus. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et j'ai poussé la portière de la voiture, sortant dans l'air glacial de la montagne. Je m'attendais à un désordre, mais je n'étais pas entièrement préparé à la scène pathétique et chaotique qui se déroulait sur mon Porsche. Que se passe-t-il lorsque des parents toxiques se heurtent enfin au mur de la loi? Vous le verrez dans une seconde. Ils étaient là. Mon père, Alistair, et ma mère, Rosalind, étaient assis côte à côte sur les marches en bois froides de mon Porsche, l'air absolument misérable et incroyablement petit sous l'éclat dur des projecteurs de la police. Empilés pêle-mêle tout autour d'eux se trouvaient au moins 10 cartons lourds et 4 grandes valises. Ils avaient littéralement emballé toute leur vie pour s'imposer chez moi. Quand mon père m'a vu remonter l'allée, il s'est immédiatement levé d'un bond. Un regard de soulagement désespéré a envahi son visage vieillissant. « Geneviève, Dieu merci, tu es là », a-t-il crié en agitant les mains. « S'il te plaît, dis à ces officiers qu'il y a eu un énorme malentendu. Dis-leur que nous sommes tes parents. » Je me suis arrêté juste à côté du shérif Orson,
qui tenait une lourde lampe de poche. Je n'ai même pas regardé mon père. J'ai regardé directement le shérif. Merci d'avoir répondu si incroyablement vite, Orson, ai-je dit, ma voix stable et froide. Ces deux individus sont en effet mes parents. Cependant, ils n'ont absolument pas ma permission d'être ici. Je leur ai expressément interdit d'entrer dans ma propriété il y a quelques jours. Ma mère a haleté bruyamment, serrant son manteau cher autour de sa poitrine. Geneviève, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans l'air calme de la montagne. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Tu nous traites comme de vulgaires criminels. J'ai lentement tourné la tête pour la regarder. L'audace pure de son indignation était presque drôle. Vous êtes entré par effraction dans ma maison au milieu de la nuit, ai-je déclaré d'un ton plat. Que pensiez-vous qu'il allait se passer, au juste? Pensiez-vous que j'allais juste soupirer et vous préparer le petit déjeuner? Nous ne sommes pas entrés par effraction, a protesté mon père, le visage rougissant d'embarras. Nous avons utilisé la clé de rechange que tu nous as donnée il y a 3 ans. C'est ta propre maison. C'est ma maison, ai-je rétorqué, ma voix résonnant fort dans l'air froid. Et je vous ai dit non. Vous avez donné le domaine immense que je payais, et maintenant vous voulez voler mon bout de paradis. Non, vous êtes officiellement en train de violer une propriété privée. Ma mère s'est soudainement levée, pointant un doigt tremblant directement sur mon visage. Tu es une fille horrible et ingrate, a-t-elle crié, perdant complètement sa façade élégante de banlieue. Si tu nous avais simplement laissé rester ici comme une famille normale, nous ne serions pas là. C'est entièrement de ta faute. Tu nous as forcés à faire ça. Je l'ai regardé. La manipulation était si profondément ancrée dans son cerveau qu'elle croyait vraiment que voler ma maison était de ma faute. Je me suis retourné vers le shérif Orson. J'aimerais vous parler en privé, s'il vous plaît. Deux clans, Orson et moi nous sommes éloignés de quelques pas dans l'ombre. Je ne veux pas porter plainte pour crime et ruiner leur vie, ai-je dit doucement, sentant une soudaine vague d'épuisement total. Mais ils ont besoin d'un énorme retour à la réalité. Je ne peux pas les voir revenir ici demain. Orson a hoché lentement la tête. Je comprends parfaitement. Les drames familiaux toxiques sont les pires. Nous ne les inculperons pas pour un crime, mais nous les mettrons à l'arrière de la voiture, les emmènerons au poste et les garderons dans une cellule pendant quelques heures. Nous émettrons un avertissement formel et documenté d'intrusion criminelle. S'ils remettent un pied sur cette route, ils iront directement en prison. Oui, s'il vous plaît, faites exactement ça, ai-je dit. Je suis retourné sur le porche et j'ai regardé mes parents. Les officiers vous emmènent au poste. Vos affaires seront transportées dans un entrepôt public local. Je paie pour 1 mois. Après ça, vous êtes entièrement livré à vous-même. Alors que les policiers guidaient physiquement ma mère en pleurs et mon père stupéfait à l'arrière de la voiture de police, verrouillant les portes de la cage, j'ai ressenti une étrange sensation. Je pensais que je me sentirais coupable. Mais honnêtement, je me sentais juste libre. Mais la guerre n'était pas encore terminée, car un narcissique ne se laisse jamais abattre sans un combat public. Les voitures de police sont parties, leurs feux arrière rouges disparaissant sur la route de montagne sombre. Deux clans et moi sommes restés au chalet jusqu'au lever du soleil, attendant qu'un serrurier d'urgence arrive et remplace complètement toutes les serrures des portes et des fenêtres. Au moment où nous sommes finalement redescendus en ville, je fonctionnais à l'adrénaline pure et au café noir. Je pensais que le pire du drame familial était enfin derrière moi. J'avais tracé ma ligne dans le sable et la police l'avait fait respecter. Je supposais que mes parents seraient bien trop humiliés par la nuit dans une cellule de garde à vue pour en parler un jour. J'ai largement sous-estimé le besoin désespéré d'attention de ma mère. 3 jours plus tard, j'étais assise à mon bureau quand mon téléphone a commencé à vibrer sauvagement. C'était ma cousine Naomi. « Tu dois te connecter à Facebook tout de suite », a-t-elle dit, la voix tendue de panique. Ta mère vient de lâcher une bombe nucléaire sur son profil, et toute la famille élargie devient complètement folle. J'ai rapidement ouvert mon ordinateur portable et je me suis rendu sur le profil public de Rosalyn. C'était là, une immense publication de plusieurs paragraphes accompagnée d'un selfie tragique aux yeux larmoyants. Aujourd'hui, mon cœur est complètement brisé en 1 million de morceaux, commençait la publication. Après avoir consacré toute ma vie à élever mes enfants, mon mari et moi avons été jetés à la rue comme des déchets indésirables. Notre fille aînée, Geneviève,
a littéralement appelé la police armée contre nous et nous a fait jeter dans une cellule de prison froide juste pour avoir cherché refuge dans son chalet vide. Nous sommes sans abri, terrifiés et le cœur brisé. S'il vous plaît, priez pour nous dans notre heure la plus sombre. Elle a commodément omis tous les faits réels. Elle n'a pas mentionné avoir donné son domaine d'1 million de dollars à Sloan. Elle n'a pas mentionné les 5 années de paiement d'hypothèque que j'avais fait. Elle s'est juste dépeinte comme une martyre âgée et innocente, abusée par une fille riche et cruelle. La section des commentaires était un véritable bain de sang. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans sortaient du bois pour attaquer ma personnalité. Ma tante a commenté, c'est de la pure maltraitance de personnes âgées. Geneviève devrait avoir honte de se montrer en public. Puis j'ai vu un commentaire de Chiara, l'horrible meilleure amie de Sloan. Elle a partagé la publication sur son propre profil, ajoutant « Geneviève a toujours été une narcissique amère et toxique qui déteste ses parents parce qu'ils aiment plus Sloan. Le karma va la détruire. » Je me suis adossé à ma chaise de bureau coûteuse et j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Il y a quelques années, cette humiliation publique m'aurait anéanti. Elle m'aurait plongé dans une profonde dépression, me suppliant de retirer la publication. Mais aujourd'hui, le feu en moi s'est transformé en glace pure et calculatrice. Il voulait une scène publique. Il voulait que tout le monde juge la dynamique familiale. Très bien, je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient. J'ai sorti de ma mallette en cuir le dossier juridique épais que Declan et moi avions compilé. Il était temps d'ouvrir le musée de la douleur au grand public. Que pensez-vous de la meilleure façon de gérer une campagne de diffamation publique de la part de votre propre famille? Continuez à écouter car mon prochain mouvement a tout changé. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel pour défendre mes sentiments. Les faits n'ont pas besoin de sentiments. Les faits ont juste besoin de preuves. J'ai passé les 20 minutes suivantes à élaborer la réponse la plus dévastatrice et la plus cliniquement précise possible. Je ne l'ai pas publié en commentaire sur son mur. J'ai créé une nouvelle publication publique sur mon propre profil et j'ai identifié chaque membre de la famille qui s'était exprimé, y compris ma mère, mon père, Sloan, Chiara et les tantes bavardes. J'ai intitulé la publication « Le vrai coup d'être la fille invisible ». Je suis resté complètement silencieuse sur les affaires financières privées de ma famille pour protéger leur fragile fierté, ai-je tapé. Mais puisque ma mère a choisi de m'accuser publiquement de maltraitance de personnes âgées, je suis légalement et moralement obligé de présenter la vérité réelle. Veuillez examiner attentivement les documents joints avant de continuer à harceler ma famille. Pièce jointe numéro 1, les relevés bancaires officiels des 5 dernières années. J'ai surligné chaque virement mensuel de 4 000 $ par mois, 60 mois, totalisant 240 000 $ de mes revenus personnels payés directement à la banque pour sauver le domaine de mes parents d'une saisie totale. Pièce jointe numéro 2, les registres publics montrant la deuxième hypothèque que mes parents ont contractée, le montant exact de la dette qu'ils m'ont cachée, qu'ils ont utilisé entièrement pour financer la boutique de mode ratée de ma sœur Sloan. Ils m'ont menti sur des dettes médicales pour que je paie le style de vie de Sloan. Pièce jointe numéro 3, le document officiel de transfert de propriété daté d'il y a 3 semaines seulement, montrant mes parents offrant joyeusement le même domaine que j'ai payé, entièrement libre et quitte, à Sloan et Harrison comme cadeau de mariage. Pièce jointe numéro 4, une capture d'écran que Declan avait sauvegardée de l'Instagram public de Sloan d'il y a 1 an. C'était une photo de Sloan et Chiara buvant du champagne sur un yacht. Dans les commentaires, Chiara avait demandé comment Sloan se l'était payé. La réponse de Sloan était là, noir sur blanc. Oh, mes parents font juste payer leur facture à ma sœur. C'est la bête de somme de la famille parce qu'elle se sent coupable d'être le vilain petit canard. Lol. J'ai terminé la publication avec une dernière phrase écrasante. Je n'ai pas mis mes parents à la rue. Ils ont donné leur immense maison à ma sœur, sont entrés par effraction dans ma propriété privée après qu'on leur ait dit non, et la police les a expulsés pour violation de propriété criminelle. Si vous êtes si profondément préoccupé par leur situation de logement, je vous suggère fortement de demander à Sloan d'ouvrir l'une de ses 4 chambres d'amis vides. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis versé une tasse de café noir et je suis retourné à l'organisation de mes feuilles de calcul marketing. J'ai laissé la bombe exploser en silence complet. En moins d'1 heure, les ondes de choc ont frappé. L'écran de mon téléphone s'est allumé sur mon bureau, vibrant continuellement comme un insecte piégé. Je l'ai ignoré. J'ai regardé les notifications défiler sur mon navigateur.
Le récit s'est inversé si violemment que j'en ai eu le vertige. Les tantes qui m'avaient traité de monstre supprimaient soudainement leurs commentaires dans une panique totale. De vieux amis de la famille ont commencé à s'en prendre à ma mère, la traitant de fraudeuse manipulatrice. Les gens identifiaient Sloan, exigeant de savoir comment elle pouvait être si incroyablement méchante avec sa propre chair et son propre sang. Les sbires qui m'avaient attaqué se retournaient maintenant vicieusement les uns contre les autres, essayant désespérément de sauver leur propre réputation. La vérité est une arme terrifiante lorsque vous cessez enfin d'avoir peur d'appuyer sur la gâchette. Mais la meilleure partie de toute cette vengeance n'était pas les commentaires sur Facebook. La meilleure partie était la destruction absolue qu'elle a causée à l'intérieur du mariage parfaitement organisé de Sloan. 2 jours après que ma publication publique soit devenue virale dans tout notre cercle social, ma cousine Naomi m'a de nouveau appelé. Cette fois, elle n'était pas paniquée. Elle riait si fort qu'elle pouvait à peine reprendre son souffle. « Geneviève, tu es une légende absolue, Alta Naomi. Tu as complètement détruit le royaume de l'enfant prodige. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en me penchant en arrière sur ma chaise, un sourire lent et profondément satisfaisant se dessinant sur mon visage. « Harrison a vu ta publication, » a expliqué Naomi. Toute sa famille a vu les preuves. Son père est un avocat d'entreprise très respecté et sa mère est obsédée par l'image de la haute société. Quand ils ont vu les relevés bancaires et ont réalisé que Sloan et tes parents avaient essentiellement escroqué $250 000, ils ont perdu la tête. Ils pensaient que Sloan venait de la vieille fortune. Maintenant, ils savent qu'elle vient de la dette et de la manipulation toxique. J'ai écouté, sentant les pièces du puzzle s'emboîter parfaitement. Harrison a confronté Sloan hier soir, a poursuivi Naomi. C'était une énorme dispute hurlante. Il lui a dit que sa réputation était ruinée et que si elle essayait un jour de traîner son nom dans un scandale financier, il demanderait immédiatement l'annulation. Il a exigé qu'elle règle le problème. Alors, qu'a fait l'enfant prodige pour régler ça, ai-je demandé doucement. Naomi a fait une pause pour un effet dramatique. Elle a mis tes parents dehors. Littéralement. Ta mère suppliait de pouvoir emménager dans l'aile des invités du domaine car il n'avait nulle part où aller. Mais Sloan a paniqué pour son mariage. Elle a dit à ses propres parents qu'ils étaient toxiques, les a entièrement blâmés pour l'humiliation publique et les a bannis de la propriété. Ils ont dû se démener et louer un minuscule et humide appartement d'une chambre près de l'autoroute en utilisant leur dernière carte de crédit. Sloan leur a complètement tourné le dos pour se sauver. Je suis restée assise là en silence alors que l'ironie brutale de la situation m'envahissait. Mes parents avaient sacrifié ma santé mentale, mes finances et mon amour, tout cela pour construire un piédestal doré pour Sloan. Ils lui ont donné leurs joyaux de la couronne, le domaine, s'attendant à ce qu'elle prenne soin d'eux comme de la royauté. Mais dès qu'ils sont devenus un fardeau pour son image, elle les a jetés comme des ordures. Le monstre même qu'ils avaient créé s'était finalement retourné et les avait dévorés vivants. C'était la forme de karma la plus pure et la plus dévastatrice que j'ai jamais vue. « Ça va ?» a demandé doucement Naomi, remarquant mon long silence. « Je vais mieux que bien, Naomi », ai-je dit sincèrement. Je suis enfin réveillé. La pause stratégique et le chaos étaient magnifiques. Pour la première fois en 34 ans, le poids lourd et suffocant des attentes de ma famille avait complètement disparu. Je n'avais plus à gagner leur amour car j'avais enfin réalisé que leur amour était complètement sans valeur. Mais l'univers n'en avait pas tout à fait fini. Ma mère avait une dernière carte désespérée à jouer. Il pleuvait abondamment un dimanche soir lorsque mon téléphone a sonné. J'avais débloqué les numéros de mes parents par pure curiosité morbide, attendant de voir combien de temps il faudrait pour que la réalité écrase leur ego. L'identifiant de l'appelant affichait Rosalyn. J'ai décroché le téléphone et je l'ai pressé contre mon oreille, restant complètement silencieuse. Geneviève. La voix de ma mère tremblait. Elle semblait faible, fragile et totalement vaincue. Le ton arrogant et théâtral avait complètement disparu. S'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît. J'ai attendu. Laisse-la parler. Nous avons fait une erreur, a-t-elle sangloté, le bruit de la circulation résonnant faiblement en arrière-plan de son appel. Nous avons fait une erreur horrible, terrible. Sloan ne répond même plus à nos appels. L'appartement où nous sommes a de la moisissure dans la salle de bain et le chauffage est en panne. Ton père tombe malade. Nous n'avons absolument plus d'argent. Nous ne pouvons pas survivre comme ça. Le silence s'est étiré entre nous. Il y a 5 ans,
Entendre ma mère pleurer m'aurait plongé dans la panique, me précipitant pour régler ses problèmes, jetant mon propre argent au feu pour la garder au chaud. Mais debout dans ma belle cuisine, regardant Declan préparer le dîner, je ne ressentais absolument rien. Pas de culpabilité, pas d'obligation, juste une observation froide et clinique des conséquences. Je suis désolé que vous ayez affaire à un mauvais propriétaire, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Geneviève, s'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix cassée. Nous avons besoin de toi. Tu as toujours été l'intelligente, la responsable. Nous sommes si profondément désolés de la façon dont nous t'avons traité. S'il te plaît, peux-tu juste nous prêter $2000 pour rompre ce bail? Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Nous ferons n'importe quoi pour arranger les choses. C'était ça. Les excuses, l'aveu que j'avais attendu toute ma vie, mais c'était entièrement vide. Il n'était pas désolé pour les abus. Il n'était pas désolé pour la trahison. Ils étaient seulement désolés que le compte en banque soit enfin fermé. Tu ne veux pas une fille, mère, ai-je dit doucement. Tu veux juste un otage. Geneviève, non, ce n'est pas vrai. Je l'ai coupé. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi l'enfant prodige. Vous lui avez tout donné. Vous lui avez littéralement donné le toit sur votre tête. Maintenant, c'est à son tour de porter le fardeau. Vous avez besoin d'argent pour le loyer? Allez frapper à la porte du domaine d'1 million de dollars que vous lui avez donné. Parce qu'à partir de cette seconde, vous n'avez plus de fille aînée. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, mon doigt planant au-dessus du bouton rouge. Je pouvais l'entendre crier mon nom en panique, me suppliant d'écouter. J'ai appuyé sur fin d'appel. Puis je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué en permanence leurs 2 numéros, leurs emails et tous les comptes de réseaux sociaux attachés à leur nom. J'ai coupé le cordon complètement. Le rapport de force était absolu, et j'étais enfin celle qui tenait la couronne. 6 mois se sont écoulés depuis ce dernier appel téléphonique. La poussière est complètement retombée, et le paysage de ma vie est entièrement différent. J'ai officiellement mis le chalet de montagne en location saisonnière de luxe. Il est actuellement réservé pour les 8 prochains mois, générant un flux massif de revenus passifs. Chaque dollar qui entre et sort va directement sur un compte d'investissement pour Declan et moi. Nous sommes actuellement en train de finaliser l'achat de notre propre belle maison de rêve dans un quartier calme et arboré, loin de ma vieille ville natale. Par le biais de la rumeur familiale, j'ai appris que Sloan et Harrison sont actuellement en pleine procédure de divorce compliquée. Sans mon argent finançant silencieusement la façade familiale, les habitudes de dépenses de Sloan ont rapidement poussé Harrison à bout. Ils se battent pour le domaine, qui tombe lentement en ruine car aucun d'eux ne peut réellement se permettre de payer les impôts fonciers ou l'entretien. Mes parents sont toujours coincés dans ce minuscule et misérable appartement près de l'autoroute. Ma mère a dû prendre un emploi de caissière à temps partiel dans une épicerie locale pour joindre les deux bouts, profondément humiliée chaque fois qu'elle croise une de ses anciennes amies riches de banlieue. Je n'ai pitié d'aucun d'eux. Pendant longtemps, la société nous conditionne à croire que le sang est plus épais que l'eau. On nous apprend que nous devons pardonner sans cesse à notre famille, peu importe à quel point elle est toxique, abusive ou parasite. On nous dit que partir fait de nous le méchant. Mais j'ai appris à la dure que l'ADN ne donne à personne un laissez-passer pour détruire votre santé mentale et voler votre avenir. Parfois, la chose la plus courageuse et la plus belle que vous puissiez faire est de faire vos valises, de verrouiller la porte derrière vous et de laisser les gens qui vous ont pris pour acquis brûler dans le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Je ne suis plus la fille invisible. Je ne suis plus le compte en banque de la famille. Je suis juste Geneviève. Et pour la première fois de toute ma vie, je suis sincèrement heureuse. Maintenant, j'ai une question sérieuse pour vous tous qui regardez. Beaucoup de mes parents éloignés murmurent encore dans mon dos, disant que j'ai été bien trop impitoyable en exposant les relevés bancaires publiquement et en laissant mes parents âgés se débrouiller seuls dans un appartement bon marché. Pensez-vous que je suis allé trop loin en lâchant la bombe de vérité sur les réseaux sociaux? Aurais-je dû leur donner une dernière chance, ou ont-ils eu exactement le karma qu'ils méritaient? S'il vous plaît, partagez vos réflexions et faites-moi connaître votre verdict dans la section des commentaires ci-dessous.